Salut Déborah. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te recevoir dans la matrescence en face à face. Moi aussi. Ça fait un petit peu plus d'un an que je te demande est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut trouver un créneau pour enregistrer et parler d'un thème. Donc je le montre pour celles et ceux qui regardent sur YouTube de ce livre qui s'appelle J'ai 2 ans, un livre pratique pour mieux comprendre votre enfant de 18 à 36 mois. Et surtout, j'aime beaucoup, c'est la phrase d'après. Et si le terrible 2 était en réalité un wonderful 2? Et on va beaucoup parler de cette période-là pour tous ceux qui nous écoutent. D'abord, j'avais envie de comprendre, tu es enseignante à la base. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire un métier avec un contact avec les enfants? Ça devient d'où? C'est rigolo parce que en fait, je suis devenue enseignante, professeure des écoles, maîtresse d'école, un peu par hasard. Et j'avais 17 ans, c'était la fin de la terminale et puis j'étais la seule à pas savoir ce que j'allais faire dans la vie. Et tout à coup, ma meilleure amie me dit « Mais tu veux pas être maîtresse d'école ?» Et là, c'était comme une révélation. Je me suis dit « Mais elle a raison, j'adorais l'animation, je faisais des colos, j'adorais les enfants. » Et je savais que le métier d'enseignante, c'était quand même assez polyvalent. Et ça répondait un peu à toutes mes attentes, de faire des choses un peu différentes, d'être quand même suffisamment libre, et en même temps, surtout, avoir un contact avec les enfants. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Banco, c'est ça, j'y vais à fond ». Donc voilà, je me suis lancée dans le métier d'enseignante pleine d'envie, comme une vocation comme ça, où je me suis dit, j'adorais transmettre aussi, j'adorais apprendre moi-même, mais aussi transmettre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans le métier. Du coup, tu as enseigné pendant combien d'années? J'ai enseigné pendant environ 15 ans, essentiellement dans des classes de primaire. C'est pas nous qui choisissons au début, hein. On nous met là où il y a de la place. Mais il se trouve que je n'ai jamais fait de classe de maternelle, donc c'est assez rigolo. J'ai fait des classes de primaire, j'ai adoré enseigner en primaire. J'ai fait des écoles publiques, j'ai fait des écoles privées, des niveaux simples, des niveaux doubles, souvent. Des effectifs réduits comme des gros effectifs. Donc ça m'a permis de brasser en fait plein d'expériences différentes. Et voilà. Après, je suis devenue maman. Et en parallèle, je crois que j'avais fait un peu le tour du métier. J'avais compris ce que c'était. Et puis, je commençais à me confronter à la rigueur des protocoles de l'éducation nationale, beaucoup de paperasse, beaucoup d'effectifs aussi. Donc, une espèce d'impuissance, tu vois, de répondre à tous les besoins des enfants. Et donc, voilà, quand je suis devenue maman, c'était un peu ma confirmation que, OK, là, on va rentrer dans une nouvelle phase. Je me suis même pas dit de ma carrière, mais je me suis dit, on va fermer déjà ce travail et on verra ce qui se passe après. Voilà. Donc, tu as fermé ce chapitre. Pourquoi est-ce que derrière, tu t'es intéressée à cette phase 0-4 ans, qui est une phase assez charnière et particulière, surtout si tu dis que tu n'as pas enseigné en maternelle? En fait, c'est quand ma fille est née, Eléa. Quand elle est née, je passais beaucoup de temps à la maison et je l'observais. Et j'étais assez étonnée de voir à quel point elle était réceptive. Et c'est pas parce que ma fille elle est plus intelligente, c'est parce qu'en fait, les bébés, ils ont énormément de capacités, de compréhension. Et je m'amusais un petit peu, bon, ça c'est aussi les déformations professionnelles d'enseignante, je m'amusais à la mettre un peu en situation comme ça d'apprentissage, je cachais des trucs, je voyais ses réactions, je lui parlais beaucoup. Et je voyais que même si bien sûr à 6-9 mois elle parlait pas encore, je sentais qu'elle comprenait tout ce que je lui disais. Et de ça est née une espèce d'enthousiasme de l'observer, en fait. De me dire, attends, mais en fait, les bébés, ils comprennent tout. D'ailleurs, voilà, j'imagine que tu as reçu plein de personnes qui t'ont raconté aussi ce qui se passe dans le ventre, ce qui se passe quand ils sont à la naissance. Dans les histoires familiales, ils comprennent tout. Ils comprennent le non-verbal, ils comprennent l'inconscient. Et je me suis rendu compte vraiment que plus je la sollicitais, plus j'interagissais avec elle. Bien sûr, c'était vraiment à une fin, c'était pas du tout pour la rendre efficace, compétente, mais c'était plus j'interagissais avec elle et plus elle voulait établir des connexions avec moi. Quand j'ai eu un deuxième enfant, je me suis rendu, et c'était un garçon cette fois-ci, je me suis rendu compte de la même chose. Ils ont eu à peu près les mêmes étapes, ils ont marché au même moment, ils ont parlé au même moment. Ils ont d'ailleurs plus parlé avant que marché. Et je me suis rendu compte de la même chose. Je me suis dit, mais c'est marrant en fait. Il comprend tout, il capte tout. Et je suis arrivée à cette phase des 18 mois
Et là, j'ai vu un tournant. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord, là, c'est un autre enfant. C'est plus un bébé. C'est un petit enfant. Mais je sentais qu'il voulait s'envoler, là. Il découvrait le monde. Il commençait à marcher. Et moi, c'est vrai que je suis rentrée dans leur univers à ce moment-là. Peut-être aussi parce que j'avais eu le temps. Enfin, j'avais pris le temps, on va dire. J'avais mis ma vie professionnelle aussi de côté. Ce qui m'a permis de faire toutes ces observations-là que toutes les mamans n'ont peut-être pas la possibilité de faire. J'ai pris ce temps-là parce que j'avais envie d'être disponible. Et puis, je crois que aussi, j'étais un tournant aussi de ma vie professionnelle où je savais pas vraiment vers où aller. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai mes petits loulous à la maison, j'en profite. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. C'est vraiment par mes enfants que je suis arrivée dans ce monde des tout-petits. Et que j'avais pas pris le temps forcément, ou j'avais pas eu l'occasion de mieux connaître dans mes années d'enseignante. Et j'ai découvert un monde merveilleux. J'ai découvert un monde merveilleux. J'ai eu l'impression de me créer, ça fait bizarre, hein, à l'origine du monde. J'ai eu l'impression c'est comme les hommes préhistoriques qui découvraient le feu et tout ça. J'ai l'impression qu'ils découvraient tout. Et donc, je regardais, je les voyais découvrir les mots, découvrir les pas, découvrir le monde, le froid, le chaud, les interactions. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et en fait, à travers leurs yeux, toi-même, tu revivais un petit peu ces Exactement. premières fois et ces découvertes en les observant. Et tu as raison de le noter, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir prendre le temps d'observer. Et c'est bien dommage, c'est pour ça qu'on se bat pour avoir des congés parentaux plus longs et qu'on puisse un peu passer du temps avec eux dans ces premiers mois, premières années importantes. Alors, on va parler de cette phase qu'on a étiquetée, même en France, du coup, puisque c'est un concept à la base américain, du Terrible Two. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? À quoi ça correspond quand on dit le Terrible Two ? Alors, tu fais bien de préciser que c'est une expression anglo-saxonne qui vient des États-Unis. Et alors, c'est vrai que je pense depuis, on va dire que les réseaux sociaux sont en croissance, notamment sur des comptes de parentalité. On en parle de plus en plus. Mais j'ai l'impression qu'avant, on n'en parlait pas tant que ça. Mais moi, j'avais entendu parler aussi. J'entendais beaucoup cette histoire de Terrible Two, qui correspond... Alors, on va dire qu'il y a deux significations, parce qu'en anglais, tout, bien sûr, c'est deux, mais ça peut évoquer non seulement la phase des 2 ans de l'enfant et l'âge des 2 ans. C'est-à-dire que le Terrible Two, c'est soit la phase, la terrible phase des 2 ans, ou soit l'âge 2 ans qui est terrible, on va dire. Et donc, l'ambiguïté, elle reste, mais c'est pas grave, on a compris. On nous dit, ok, cette phase, laisse tomber, tu vas galérer. Et moi, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai pas du tout vécu comme ça pour mon premier enfant, pour mon deuxième enfant. Je me suis dit, c'est peut-être un hasard. Il se trouvait que j'avais eu un troisième qui venait d'arriver. Je me suis dit, on va voir si c'est pareil avec lui. Et j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout vécu le côté terrible, même que je ne comprenais pas pourquoi on disait que c'était si terrible, parce que moi, je l'avais complètement appréhendé autrement. Comme je te le disais tout à l'heure, j'étais en émerveillement avec eux. Je trouvais ça tellement rigolo, en fait, de les voir découvrir le monde, que je mettais mon énergie un petit peu en disant « Ok, je vais vous aider à découvrir le monde ». Et puis, j'ai compris que ma façon d'appréhender les choses, ce n'était pas celle de tous les parents. Et je le comprends très bien. J'avais une vision un peu intuitive de la pédagogie, de par mon métier ou ma sensibilité. Mais bien sûr, tous les parents ne peuvent pas ressentir ça nécessairement. Et c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu focalisée sur ce fameux Terrible Two. Et je me suis dit, ok, mais pourquoi on dit que c'est terrible ? Je vais essayer de comprendre et je vais essayer de l'expliquer pour que les parents potentiellement essayent de le vivre différemment. Et donc, tu as pris le contre-pied de cette expression pour parler de Wonderful Two. Pourquoi est-ce que tu as voulu changer ce mot du concept ? C'est venu très naturellement. Donc, quand mon troisième enfant a eu 2 ans, j'avais écrit un texte. Moi, je suis très présente maintenant sur Instagram à l'époque. J'étais sur Facebook. Vous connaissez ce Facebook ? Et j'avais un gros groupe d'éducation. Je partageais mes conseils, beaucoup suite au fait que je m'étais formée à Montessori. Et j'avais écrit un texte comme ça, très
libérateur, très naturel sur l'anniversaire de mon fils qui avait 2 ans en disant c'est tellement une phase d'émerveillement, j'aimerais vraiment que vous compreniez cette phase. Et c'est tellement un émerveillement, le merveilleux, en anglais c'est le wonderful. J'ai appelé ça Wonderful Too, parce que j'ai trouvé que je voulais prendre une expression en anglais aussi pour contrebalancer. Et je voulais quelque chose qui contraste, qui dit non, mais c'est pas si terrible que ça, je vais essayer de te montrer que c'est wonderful. Bien sûr qu'il y a des phases difficiles, on en parlera après, et je ne nie pas la difficulté que traverse un enfant et son parent, mais je t'invite, toi, maman, papa, à regarder ton enfant différemment, et tu vas voir que tu vas comprendre des choses. C'est vraiment une vision empathique du petit enfant. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tu peux pas rentrer dans cette étape en pensant du mal de ton enfant. Tu peux pas le cataloguer terrible, parce que c'est comme la crise d'ado. Quand tu dis ton enfant est... Tout de suite, tu vas dire... à chaque fois, tu vas dire, ah ouais, c'est la crise d'ado. Mais en fait, ça va créer un grand obstacle dans la communication, dans la relation avec ton enfant. Donc, j'ai voulu casser ça et dire aux parents, on va peut-être un peu galérer, mais on va faire ça de façon plus sympa. Avec émerveillement. On peut galérer avec émerveillement, en fait. En fait, il se passe quoi vers 2 ans? Parce que j'ai la sensation, on en parlait un peu en off juste avant, que pour beaucoup de parents, surtout la première fois, jusqu'à 18 mois, on a un enfant qui fait à peu près tout ce qu'on veut. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'en fait, c'est un être à part entière qui va nous dire non, qui va avoir ses propres émotions, qui va pas vouloir être contraint dans ce qu'on lui demande. C'est ça qui se joue vers là pour le parent, c'est cette autonomie que commence à acquérir l'enfant. J'aime bien l'image du petit bébé qu'on a posé sur le transat, tranquille, on va faire ce qu'on a à faire et tout, ou éventuellement dans le petit parc. Et puis là, tout à coup, ton enfant il commence à marcher. Commence éventuellement à parler et il dit non mais vous êtes mignon, mais moi j'ai le monde à découvrir, donc je vais pas rester dans le parc ou dans le transat. J'aime bien parler justement à la place de l'enfant pour que les parents comprennent. Je le fais souvent dans mon livre. Moi j'ai tout le monde à découvrir, donc moi je veux goûter, je veux tout mettre dans la bouche pour savoir la texture, je veux faire des relations de cause à effet pour comprendre. Donc toi t'as peut-être des choses à faire, mais moi aussi. Donc et là toi tu dis ok, donc là, je sens que ma vie va plus être la même. J'ai perdu une part de ma liberté, puisque j'étais... après la naissance, c'est quand même pas évident pour les parents, mais on va dire qu'on maîtrise un petit peu le bébé. On le met à droite, à gauche. Il a des horaires, en général, pour dormir. Les interactions, on les connaît. Et puis, tout à coup, on a cette petite... j'aime bien dire cet élan de vie. Tu connais le personnage Taz là, dans les Looney Tunes, là. La petite tornade qui arrive. Et là, on se dit, ok, je pense qu'il y a deux façons. C'est soit tu te dis, bon, là, ça va être super galère pendant quelques années. Ou soit tu te dis, comme on en a parlé, ok, ça va être sûrement... Il y aura des moments difficiles, mais en même temps, on peut faire cohabiter quelque chose de sympa. Parce que c'est une période qui ne reviendra jamais dans sa forme, tu vois. Même toi qui me disais que parfois c'était difficile, tu te rappelles de cette période des premiers mots, des premiers pas et des premières expériences qui est si brute dans un sens positif, dans un sens naturel. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, l'enfant il va être façonné au monde des adultes. Il va plus jamais redevenir comme ça, dans sa forme originelle, d'élan de vie, de volonté, de connaissance de la vie. La phase 18 mois, 3 ans, c'est une période extrêmement intense en fait pour le petit enfant, parce qu'en fait, il acquiert énormément de choses, c'est ça, dans ce temps assez court. Exactement, il a des bouleversements à tout niveau. Au niveau moteur, il grandit, il commence à marcher, mais de cette liberté de marche, il ne sait pas forcément quoi faire. Ok, il peut marcher, mais je peux aller jusqu'où? Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, il n'a aucune conscience du danger, donc il va n'importe où, il touche n'importe où. Il a des bouleversements au niveau émotionnel. Il commence à ressentir des émotions, la construction de son cerveau qui est complètement immature. Il a une première phase de maturité vers 5-7 ans, mais là, il est vraiment dans les émotions brutes. D'ailleurs, ce qu'on appelle des crises, c'est ce moment où le cerveau... J'aime bien prendre le symbole du warning, un peu comme si l'enfant, il est tout rouge, comme s'il te disait « warning, là, j'ai mon cerveau qui clignote, mais je ne suis pas capable de maîtriser ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Et même pour moi,
ça me fait peur de me mettre dans des états pareils. Il a un bouleversement aussi affectif parce qu'il se rend compte qu'il se détache un petit peu de son parent. Son parent n'est pas tout le temps disponible pour lui. Souvent, ce sont les premières, pas forcément, ça dépend de l'enfant, mais les expériences en crèche, en vie collective. Donc, il y a tout ça à gérer. Il reçoit des consignes de plus en plus importantes. Ne touche pas, beaucoup des injonctions même négatives. Ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et lui, dans son cerveau, il essaye de processer tout ça. Il se dit, oh là là, il y a beaucoup de choses là. Je peux pas manger ça, je peux aller là, mais pas trop. Quand il tombe, il se relève, mais bon, des fois il se fait mal, des fois. Enfin, il essaye de gérer tout ça. Potentiellement, c'est tout à fait normal. Les parents, ils ont aussi des prérogatives, un programme à respecter. Donc, on va dire que tout ce petit monde se confronte, se heurte et essaye de cohabiter. Le petit qui est dans un excès de tout. Et le parent qui essaye de cadrer quelque chose, cette espèce de chaos. Et c'est pour ça, en général, qu'on vit cette phase potentiellement de façon terrible, parce qu'on se dit, mais je vais jamais y arriver. Lui, il est en plein, et moi, j'essaye de cadrer tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a des solutions quand même. Mais c'est ça, c'est qu'il a des bouleversements de toutes parts. Et puis, tu disais, il a la parole qui arrive. Donc, il comprend aussi qu'il peut répéter des mots, qu'il peut avoir un impact avec son vocabulaire. Et ce qui est pas évident au niveau du langage, c'est que déjà, je tiens à rassurer les parents, le langage, il peut arriver vers 12 mois, mais il peut arriver même vers 2 ans et demi, 3 ans. Pour certains enfants, en général, ils ont souvent un déclic, mais il est très limité dans sa parole. Donc, quand il veut te dire qu'en fait, il veut pas lâcher le jouet, ou qu'il veut te dire qu'il veut te demander si on va chez mamie bientôt, il sait pas trop dire, il va essayer de baragouiner quelque chose, mais très souvent on va pas le comprendre. Donc lui, qu'est-ce qu'il a ? Une frustration. Il se dit, mince, en fait je veux lui dire ça, mais elle comprend pas, j'arrive pas à le dire. C'est hyper frustrant. Moi je fais aussi un parallèle avec, tu vas dans un pays étranger où tu parles pas la langue, et t'essayes de te faire comprendre, il y a pas Google Translate, et t'essayes de te faire comprendre, et la personne te comprend pas. Et tu te dis, purée, c'est frustrant, je cherche juste ce restaurant ou cette rue, et tu ne te fais pas comprendre. Et c'est vraiment un autre langage. Donc le petit, il est dans cette frustration, et puis toi aussi, tu es frustré parce que tu aurais envie de décrypter son langage et tu n'y arrives pas. Et en même temps, comme tu dis, le langage, ça va être pour lui une possibilité donc d'entrer en contact avec ces personnes les plus proches, et aussi ça va être une possibilité pour lui d'avoir une sorte de contrôle sur ses parents, etc. C'est d'ailleurs comme ça quand il dit non et qu'il voit souvent qu'il y a une réaction, parce que la réaction des parents en général elle se fait pas trop attendre, il se dit, ah, j'ai un pouvoir, moi qui n'ai de pouvoir de rien. Ah, j'ai un pouvoir, donc là je vais utiliser ce petit nom là parce que je sens que ça les met dans un état. Et c'est pour ça souvent qu'on dit qu'il teste. Moi, à mon sens, c'est pas qu'il teste, c'est qu'il se teste, lui, il veut voir jusqu'où il peut aller. Et il se dit, tiens, c'est drôle. Il explore comme ça. Il regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui. Le nom, c'est vrai qu'on sent qu'ils comprennent cette baguette magique qui est le nom, parce que ça fait réagir. Et c'est marrant ce que tu dis. Moi, j'ai souvenir de chacune de mes filles du jour où elles ont réussi à construire une phrase avec quelques mots. Tu sais, de me dire, ah, là, j'ai compris. Elle a voulu me dire, elle a associé toutes ses idées en même temps et elle m'a dit, alors ça, c'est pas j'ai envie de ça. C'est banane, manger, faim, ou je sais pas, tu Exactement. Vois. Et je trouvais ça merveilleux de comprendre dans leur cerveau qu'il s'est passé un petit déclic et qu'ils ont réussi. Dans ces moments-là, tu le dis, il faut qu'on les encourage vraiment fort quand on voit qu'ils arrivent à... Oui, déjà, moi, j'encourage à parler normalement aux enfants. Pas leur dire, donne-moi la petite mimine, c'est un petit chacha. C'est vrai que c'est mignon, mais en réalité, comme je te le disais au début, les enfants, ils ont des capacités à l'état de potentiel que nous, parents, enfin moi, c'est ma façon d'appréhender les choses, on peut développer, et je pense qu'on se doit quand même de développer. Et en effet, ton enfant, il commence à prononcer des phrases, tu peux tu vois, tu me dis banane, moi, manger par exemple, tu peux lui dire, ah, tu veux manger une banane, tu peux lui faire la phrase pour que l'enfant, il reformule toujours, voilà, en fait. C'est comme s'il mettait tous ces éléments dans des petites cases dans sa tête, et puis au fur et à mesure, ça fait des connexions.
Et on les encourage. On leur met pas non plus trop de pression, hein, je pense que tu l'as compris. Mais oui, et moi, j'encourage les parents qui ont des petits chouchous à noter. Noter les petites phrases, noter les petites maladresses. Moi, c'est ce que j'ai fait à travers le travail de mon illustratrice. Je lui ai demandé d'immortaliser un petit peu des petites scénettes que j'avais vécues avec mes enfants. J'avais noté les petites anecdotes et j'ai voulu les lui faire dessiner. Et j'encourage les parents parce que, tu le sais, le temps passe vite. Et quand on repart en arrière et on réentend leurs petites phrases, que des fois on a envie de corriger, mais je dis non, ne le corrigez pas, c'est trop mignon. Eh bien, c'est on retombe dans toute cette période sympathique. C'est vrai. Ma dernière, tu vois, qui a 3 ans et demi, elle fait quasi plus de fautes. Et c'est dur. Avec mon mari, on était là. En fait, c'est la dernière fois qu'on entendra les mots dit de manière rigolote. Exactement. Un coaster, tu vois, elle nous a dit ça la dernière fois. Et puis ses sœurs, elles ont rigolé. Elle a dit non, on dit un scooter. C'est ça, oui, elle lui a c'est appris. mignon. Et elle dit ok, un scooter. Donc maintenant, elle dit plus coaster. Et on était là, ses sœurs, non, la corrigez pas. Les grandes, tu sais, qui veulent aider. Et c'est vrai que je pense que toi comme moi, quand on a un enfant, on a peut-être moins ce recul-là. Et quand on en a plusieurs, avec le dernier en tout cas, ou la dernière, on peut se dire en fait, c'est vrai que cette période-là, elle passe vite, même si elle est intense, donc on en profite de manière un peu différente. Quand c'est notre premier enfant, c'est parfois plus difficile parce qu'on ne se rend pas compte et parce que, tu le dis beaucoup dans le livre, c'est une phase. Exactement. C'est important de le dire parce que ça rassure les parents. Le terrible two, le wonderful two surtout, non. Quand je dis ça, ça veut dire le terrible two, la phase difficile et wonderful, et l'émerveillement, c'est une phase. C'est-à-dire que vers 3 ans et demi, ton enfant, il va être dans une sensibilité par rapport à l'ordre, il va être beaucoup plus développé au niveau du langage, il va être plus à même de comprendre le temps, c'est-à-dire le déroulement de la journée. Et donc, c'est pour ça que je rassure les parents en disant... Ce sont 1 an et demi, 2 ans qui sont un peu difficiles à gérer, mais ça va passer. Donc, profites-en. Ça veut dire quoi, profites-en ? Ça veut dire bien sûr que tu vas mettre un cadre. Le cadre, il est indispensable pour les enfants. Et je tiens à dire que quand on parle même de pédagogie bienveillante, consciente ou positive, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne met pas de règles. Parce que souvent, il y a des malentendus à ce niveau-là. Les règles, elles sont indispensables pour sécuriser l'enfant au niveau physique, mais au niveau aussi affectif. Donc, on va cadrer l'enfant, mais ça veut dire qu'on va... On va pas lui dire ne mets pas tes coudes sur la table. Oh, il a mis ses pieds sur le canapé, entre guillemets, let it go, quoi. Ça y est, c'est pas très grave. Profite plutôt des moments avec ton enfant. Profite, tu vois, je sais que ils se salissent, etc. Bon, ok, ils se salissent. Si tu passes pas une demi-heure à le gronder parce qu'il se salit, tu vas plutôt passer un bon moment parce que lui, il va te montrer comment il fait son petit château de sable, parce qu'il va te montrer, même s'il va sauter dans la boue, il va jouer un petit peu avec de la terre, etc. Bien sûr, pas me mettre dans la bouche, mais ou autre, ou la pâte à modeler ou quoi, tu vas passer un moment sympa. Tu vas arrêter de te focaliser sur cette espèce de contrôle qu'en tant qu'adulte, on a besoin de maîtriser. Et je sais que c'est difficile. Moi, je suis un peu comme ça à la base. J'ai besoin de contrôler. Mais quand il s'agit des enfants, je switch un peu. Je me mets à leur place. Et je me dis, mais en fait, ils n'ont qu'une enfance. Ils n'ont qu'un moment. Et c'est ce moment-là, ils ont besoin de découvrir. Donc moi, il faut que je le laisse. Il faut que je le mette dans une situation où il va pouvoir découvrir, développer son potentiel. Et je sais que c'est pas évident, mais je pense qu'en tant que parent, on gagne finalement à mettre un peu moins de limites arbitraires, un peu moins de cadre qui n'est pas indispensable, parce que même nous, on va se dire, en fait, c'est vachement plus cool. Ok, moi, par exemple, c'est une idée toute simple que je donne et j'utilise encore avec mes enfants, surtout mes garçons. Il y a des parents qui n'aiment pas qu'on saute sur leur lit. Mais les enfants, des fois, quand ils sont des boules d'énergie, tu peux pas les sortir, tu les laisses sauter sur ton lit pendant 10 minutes, ils sont trop contents. Et le lit, il est un peu défait, mais ils sont tellement heureux, ils se déchargent, et puis tu vis un petit moment de bonheur, en fait. Donc je nous encourage parfois à prendre du recul et se dire, est-ce que c'est si grave finalement ? D'ailleurs, dans tout ton livre, le message sous-jacent, je trouve que tu donnes aux parents, c'est de dire changer de regard sur cette période et arrêter de demander aux enfants de s'adapter à vous. Je pars du principe, je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait des vies difficiles,
En tant que parent, moi, je vois bien, hein, enfin, je sais pas, peut-être que nos parents, ils avaient aussi, certainement, ils avaient des difficultés, mais je trouve qu'il y a énormément de pression qui est mise, parce qu'avant, on va dire que la femme, alors, elle avait d'autres problématiques, mais elle n'avait pas autant de pression par rapport au boulot. Et maintenant, le fait que l'homme et la femme, ils aient des pressions par rapport au boulot, bah, ils ont beaucoup moins de temps à l'intérieur avec l'enfant. Donc, en fait, ils sont ni là, ni là. Ils savent plus comment gérer tout ça. Mais moi, je dis, ok, mais ton enfant, ça reste un enfant. C'est le même enfant qu'il y avait dans les années 50, c'est le même enfant qu'il y avait avant. Donc, bien sûr qu'on a notre planning, etc. Mais il a toujours ce même besoin de grandir, d'être dehors aussi. On a des vies beaucoup plus sédentaires. Donc, d'être dehors, il a besoin de toucher la nature. Il a besoin comme je disais, d'établir des relations de cause à effet. Mais si on ne lui laisse pas le temps maintenant, il n'y arrivera jamais. Je te donne un exemple tout simple. Fermer le zip. Fermer le zip, toi, tu m'as dit ta fille a 3 ans et demi, donc c'est peut-être là, je commence à fermer le zip. Bon, ça prend du temps pour un enfant de comprendre comment on ferme le zip, de ne pas se coincer les doigts, etc. Mais si tu lui laisses jamais le temps de le faire, elle le fera jamais. Alors que si on lui laisse le temps, pendant même une semaine, à chaque fois, on lui dit tiens, ma chérie, essaye de fermer le zip, etc. Elle va y arriver, mais en fait, elle va y arriver pour toute sa vie. Donc, en réalité, on gagne du temps en les laissant autonomes, tu vois. Moi, j'ai réfléchi je me dis, en fait... J'ai réfléchi sur le long terme. J'ai réfléchi sur le long terme et j'ai vu que plus je les laissais galérer et être autonome, plus ils trouvaient des solutions et moins je perdais de temps, en fait, par la suite. Et je trouve même, en plus, en fait, mon livre, c'est jusqu'à 3 ans, mais il y a beaucoup de parents qui m'ont dit que ça pouvait aller jusqu'à 4 ans. Je trouve même que ça fait gagner du temps pour la collectivité en maternelle. Parce que les ATSEM et les maîtresses, elles n'ont pas forcément le temps, toujours de s'occuper de tout ce qui est les chaussures, les pantalons, etc. Et je trouve que quand on laisse nos enfants autonomes, on leur donne le temps dans leurs 3 premières années, eh bien, ça leur permet de développer plein d'habiletés au niveau de la motricité fine et même de la confiance en lui, parce qu'il sait. Et il n'est pas dans la pression aussi de l'école où on dit allez les enfants, on enlève les chaussures, et puis l'enfant il sait pas fermer son manteau, il sait pas mettre son manteau ou remonter son pantalon parce qu'on lui a fait tout, parce qu'on veut gagner du temps. Et tu vois, quand tu expliques ça, je réfléchis, je me dis que j'ai passé beaucoup de temps à donner du temps à ma grande, parce que je n'avais qu'un enfant pendant 3 ans, qui a eu le Covid aussi, donc on était sur un temps plus ralenti. Mais je me suis rendu compte que je l'ai moins fait avec mes 2 dernières, mais qu'en fait, elles sont hyper débrouillardes parce qu'elles regardent leur grande sœur faire. Donc, juste pour les parents qui sont stressés de se dire « j'ai pas pris le temps », ils trouvent aussi des ressources dans une fratrie, en tout cas, de manière différente. Ils trouvent des ressources de fratrie. Comme tu disais que la grande, elle avait un petit peu corrigé la petite sur ses mots, elle lui montre l'exemple. Les aînés montrent l'exemple aux plus petits sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis... je pense que les petits, ils développent des espèces de petits mécanismes de survie supplémentaires parce qu'on s'occupe moins d'eux. Donc, oui, tu vois, c'est normal. Hein, notre temps, il n'est pas infini. Notre amour, si, heureusement, on peut en donner à chaque enfant. Mais le temps, et donc le petit, il dit, ok, d'accord, là c'est comme ça. Donc, il va s'imprégner. Au lieu de demander à maman, il va demander au grand ou au moyen, ou ça dépend du nombre d'enfants qu'on a, bien sûr. Mais il va développer d'autres habiletés. Il y a aussi que nous, je pense, en tant que quand on est nouveaux parents et quand on a parents de plusieurs enfants, on a descendu aussi nos exigences. Parce qu'on a vu qu'il y avait aussi déjà une impossibilité de tout gérer. Et puis on se dit finalement ça c'était pas si important. Voilà, on connaît les petites vidéos rigolotes où on dit le premier on lui lave la tétine, on la stérilise, le deuxième et le troisième il est par terre où on essuie. Bon, c'est un peu ça. À un moment on se dit à partir du moment où on le met dans un cadre où il a une sécurité physique bien sûr et un minimum de limites, on gère quand même le coucher, etc. Bon, on va passer sur des choses qui sont moins importantes et on va voir que tout va très bien en fait. C'est clair. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner au mieux notre enfant pendant cette période ? Donc tu parlais du cadre et tu en parles beaucoup de cette notion de cadre. Si vous écoutez mon podcast, normalement vous avez déjà entendu cette notion-là. C'est quoi qui va faire qu'un enfant de 2 ans va s'épanouir au sein de la famille ?
Alors déjà, moi, je conseille, et ça, c'est Maria Montessori, elle a beaucoup fait ça, elle a beaucoup observé les enfants. Et je trouve que c'est extraordinaire d'observer un enfant de cet âge-là, mais même à tous les âges, hein, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, déjà, on va se rendre compte de comment il se meut, qu'est-ce qui l'attire. On va aussi se rendre compte de la rapidité de son esprit, dans un sens positif et négatif. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il ne peut pas rester plus de 5 minutes sur quelque chose sans passer à autre chose. Donc nous, ça va nous donner des indications aussi sur le fait que tu es dans la salle d'attente du docteur, il va falloir que tu l'occupes. Et pas sur le téléphone. Ils sont petits, on ne les met pas devant un écran. Et il y a toujours énormément de choses à faire avec les petits parce qu'ils aiment tout. C'est génial. Donc, pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu les observes, tu vas comprendre beaucoup de choses sur leur fonctionnement, non seulement de façon globale sur cet âge-là, mais en plus sur ton enfant en particulier, parce que chaque enfant est unique. Et tu vas voir qu'est-ce qui l'intéresse. Un petit exemple, moi, quand je te parle de la salle d'attente, etc., moi, je sorte mon portefeuille, et puis, alors l'enfant, il va regarder un peu les pièces. On fait attention que l'enfant ne mette pas dans la bouche, mais il peut trier les pièces par taille. Il peut regarder ta carte d'identité, va voir ta photo, va dire « Ah, c'est maman, etc. » ou « C'est papa. » Même moi, je commence à leur montrer les lettres, hein, même s'ils n'étaient pas encore en phase avec ça, mais ça vient après. Un papier, un carnet, un stylo, par exemple, c'est super important d'avoir ça dans son sac, parce que n'importe quel moment, quand tu veux faire diversion sur ton enfant, et ça, c'est quelque chose qui aide énormément, la diversion, tu vas lui dessiner n'importe quoi sur ton carnet, et l'enfant, il va être embarqué, tu vas lui dire « Alors, qu'est-ce que je dessine ? Ah, c'est une voiture. Ah, c'est la tour Eiffel. » Et l'enfant, il adore ça. Donc, la diversion, ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Pas quand l'enfant, il a un gros chagrin, parce que le plus important, c'est quand même de comprendre pourquoi il a ce gros chagrin. Mais comme c'est un tout petit truc, t'arrives pas à le faire bouger d'un endroit, tu sens qu'il est focalisé sur un objet, mais toi, tu dois avancer, tu lui fais diversion sur autre chose. C'est pour ça que je te dis que d'un côté, c'est pas très bien, qu'il est pas très focus pendant plus de 5 minutes, mais d'un autre côté, ce qui est bien, c'est qu'il switch en 2 secondes. Donc, des fois, on est obligé d'utiliser ça. Comme on en parlait tout à l'heure, on a des programmes, des plannings des fois, et puis on a des impératifs de parents. Il veut pas monter dans le siège auto, tu vas trouver quelque chose qui va l'attirer sur le siège auto. Il va te dire, je veux monter tout seul, par exemple. Alors, tu préfères monter tout seul ou tu préfères que maman te mette ? Voilà. Ça, le choix aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Attention, je précise, pas tout le temps. Dans le sens où, moi, je ne suis pas pour proposer à un enfant de 2 ans sa tenue. Il est beaucoup trop petit pour décider de choses aussi accessoires, pour moi. Tu peux lui imposer. Par contre, tu vas lui faire diversion sur autre chose. Est-ce que tu veux qu'on commence par mettre les chaussures ou est-ce que tu veux qu'on commence par mettre le manteau ? Voilà. Mais, donc pareil, là, je reparle du siège auto parce que je sais que c'est souvent comme ça. Est-ce que tu veux le faire tout seul ? Est-ce que tu veux un ? Ah, regarde, ma chérie, j'ai trouvé quelque chose. Tu lui sors n'importe quoi dans ton sac. Moi, souvent, je sortais la phrase de « Ah, mais je t'ai pas dit » ou bien, et je sais même pas ce que je vais dire. je me dis, il faut que je trouve un truc là parce que « Ah, mais je t'ai pas dit ce que j'ai trouvé ». Je me dis, ok, Débo, trouve un truc. Et là, je sors dans mon sac un stylo. T'as vu ce stylo ? Il fait clic-clic, mais c'est génial. Et l'enfant, il adore faire clic-clic. Tu lui donnes ton stylo, il est trop content. Donc, lui, c'est son petit gadget et tu lui donnes dans la voiture et ça va l'occuper. Et là, en fait, au lieu d'avoir une crise, ton enfant, il est content et toi, t'es tranquille. C'est pour ça que je conseille vraiment de s'entraîner. De s'entraîner à des petites techniques comme ça qui font que ton enfant, vous le savez, les enfants à n'importe quel âge, ils adorent jouer. Ils adorent le jeu, ils adorent l'imaginaire, la fantaisie. Et nous, parfois, on est un peu trop cartésien, rationnel. Et puis, dès que tu commences à rentrer dans la fantaisie, ton enfant, il rentre dedans. Donc... Oui, tu dis, on est même déconnecté de notre enfant intérieur, d'ailleurs. On est déconnecté de la joie aussi que c'est d'être un enfant, d'être dans le moment présent. Tu parles beaucoup d'humour dans ce livre. Pourquoi est-ce que c'est important avec les enfants ? Je trouve que l'humour, ça a des vertus extraordinaires parce que ça dédramatise une situation. Ton enfant est tombé par terre, tu lui dis « Ah, t'as glissé sur une peau de banane ou quoi ?» Tout à coup, le petit rigole, en fait, et toi aussi. Moi, je m'amusais avec ma fille, j'avais mes lunettes sur la tête ou quoi. Je dis, mais je trouve pas mes lunettes, tu les as pas vues comme ça. Et puis elle était morte de rire, elle voyait que je les avais sur la tête. Ça montre aussi à nos enfants qu'on n'est pas parfait.
que nous aussi, on fait n'importe quoi, des fois on se plante. Et ça, moi, je trouve que nos erreurs d'adultes, on peut s'en amuser avec les enfants. Voilà, je suis désolée, je croyais que tu avais fini ton yaourt, je te l'ai mangé alors que pas du tout. Je t'en redonne un autre. Voilà, tu lui montres que toi, ok, tu sais parfois mieux pour elle. Heureusement, parce que ça les rassure de savoir qu'on va les sécuriser, mais je fais des bêtises moi aussi, je me trompe, et puis moi aussi je suis en colère à des moments. Toi aussi t'es en colère, moi aussi je suis en colère. L'humour, ça permet aussi d'élaborer le langage, de donner moi je trouve qu'on est dans un monde où il n'y a plus beaucoup de nuances, et ça c'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est blanc ou noir, mais la vie elle est faite de nuances, et la vie d'un petit enfant elle a besoin aussi de nuances, elle a besoin de comprendre qu'il y a des touches au milieu, et par l'humour, par le vocabulaire et la communication, tu vas lui expliquer les tonalités. Tu vois, quand l'humour, c'est ni blanc ni noir, c'est autre chose. C'est la fantaisie dans tout ce bazar qui est notre vie quotidienne de métro, boulot, dodo. L'humour, c'est extraordinaire. C'est un vecteur de connexion et de dédramatisation en disant ok, c'est pas grave. Voilà, t'as fait pipi, j'ai oublié de te mettre la couche, ou t'as eu un accident, oups. C'est pas grave. On en rigole parce que, on va pas passer notre vie à faire des colères à chaque fois que notre enfant, il rentre pas dans le cadre. De toute façon, il rentre pas dans le cadre facilement. Donc, on va lui laisser ce temps déjà jusqu'à 3 ans pour grandir. Et c'est vrai que tu vois, quand on fait ça, je sais pas si toi, tes enfants, ils le font, mais moi, quand je fais des fois, je suis trop fatiguée pour enclencher l'humour. Tu vois, ça demande quand même de l'énergie dans des situations où c'est frustrant et que je vais un peu m'énerver. Et j'ai ma grande qui a toujours « Mais maman, c'est pas grave, tu le sais que c'est pas grave !» Et tu dis, oui, je sais que c'est pas grave, mais j'ai du mal à voir. Et aussi, si elle te dit ça, c'est parce qu'elle t'a entendu lui dire. Exactement. Et ça, c'est important. Alors moi, des fois, j'avais l'inverse. Je sais pas si ça t'arrive. Des fois, ils vont faire une grosse bêtise. Ils vont dire, oh, ça va, c'est pas grave. Ouais, bon, quand même. Mais bon. Voilà, on se rend compte que moi, je sais que mes enfants, ils renversent, moins maintenant, mais bon, moi, c'est vrai que c'est pas grave. Ils font tomber par terre, ils cassent un vase. Je sais qu'en fait, bien sûr, s'ils font exprès, je vais les gronder, mais ils le font pas. Et ce que je veux dire, c'est qu'un enfant, il est maladroit par essence et qu'il fait pas exprès. Et ça, c'est une phrase super importante à dire aux parents. Ton enfant, il fait pas exprès quand il est en colère, quand il est maladroit, c'est juste qu'il a un développement immature. Et quand tu te dis ça, tu sais, si c'était ta copine qui faisait tomber le vase, tu l'engueulerais pas. Donc pourquoi ton enfant, tu le disputes ? Il n'a pas fait exprès. Et donc ces maladresses, ça fait partie de leur développement normal. Et plus il va être... je ne vais pas dire confronté non plus à la maladresse, mais par exemple, lui laisser remplir un verre d'eau, c'est super important. Donc, tu peux prendre un verre comme ça, tu peux lui mettre un trait au stylo indélébile, par exemple, et puis tu vas lui montrer jusqu'où remplir. Au début, tu vas lui mettre tout en bas, et puis il va s'entraîner à remplir. Tu vas le mettre au-dessus de l'évier, par exemple, tu vas voir qu'il va s'entraîner. Après, quand il sera à table, il pourra se servir tout seul. Et il sera tellement fier de lui. Il sera tellement, tellement content, plutôt que toujours lui dire « Ah, mais t'en as mis partout. Ah, t'as débordé. » C'est de l'eau. C'est rien, en fait, de l'eau. Ça va sécher. Et moi, j'ai remarqué que plus on est dans ce sens-là, de les encourager, de leur dire c'est normal que tu sois maladroit, et plus ils vont prendre confiance en eux, et aussi ils vont avoir confiance en nous. Ils vont se laisser libres d'être eux-mêmes. Voilà. Tu parles de ce lien de confiance et notamment le fait de ne pas mentir à son enfant, parce que parfois on est tellement mal à l'aise avec l'émotion de notre enfant qu'on met en place des stratégies. Tu donnes ces exemples où je vais chercher un truc, je reviens dans 5 minutes quand tu amènes à la crèche, et en fait tu reviens jamais, évidemment, enfin tu reviens le soir. Comment on fait du coup pour s'adresser à un parent par exemple qui ne saurait pas faire autrement que ça? Tu lui conseillerais quoi? De toujours bien sûr s'adapter au développement émotionnel de l'enfant. Tu peux pas, voilà, je sais pas, je parle de, ça peut être la séparation des parents, ça peut être un deuil, ça peut être, la crèche, du coup ça semble un petit peu. Je viens de renverser. Je ne vais pas te gronder parce que tu as renversé. Je suis en train de servir un verre d'eau. Tu en veux? Merci. Et l'important pour moi, je pense que tout
tout peut se dire, tout peut s'expliquer à un enfant, merci, à partir du moment où on l'adapte à son développement affectif, psycho-affectif. Donc, tu vas trouver les mots. Moi, je peux même me conseiller, quand ce sont des situations un peu compliquées, de s'entraîner avant. Si on est en couple, c'est encore mieux de discuter ensemble. Ça peut être aussi avec une amie, d'essayer de trouver un moyen d'expliquer à l'enfant quelques situations que ce soit. Pour reprendre l'exemple de la crèche, si toi, tu n'assumes pas que ton enfant aille à la crèche, tu vas trouver tout un tas d'excuses et tout ça, tu n'arriveras pas à lui dire parce que toi, tu n'assumes pas. Si toi, tu es en phase avec ta décision, et c'est pour ça qu'en fait, c'est toi, pas le problème, mais regarde-toi d'abord comment tu vis les choses. Si tu es en phase, il n'y a pas de problème. Maman, elle va aller travailler, ou bien maman, elle va avoir du temps pour elle, et puis toi, tu vas aller t'amuser avec d'autres copains. Je sais qu'au début, ce ne sera pas évident pour toi, et pour moi aussi. On va beaucoup se manquer. Mais tu sais quoi ? Moi, je vais penser à toi, et toi, tu vas penser à moi. Et après, on peut trouver un petit papier avec... j'avais vu un livre comme ça que j'aimais bien, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur les bisous. C'était une maman qui faisait des bisous rouges à lèvres sur des petits papiers. Et puis, elle mettait des petits papiers dans la trousse de son enfant, ou je ne sais pas s'il partait en colo. Tu peux trouver... Il y en a qui mettent des petits cœurs, dessinent un petit cœur. Tu peux trouver des moyens aussi pour que l'enfant, et même toi, éventuellement, si ça te sécurise, facilite cette séparation. Mais quand tu mens à ton enfant... n'oublie pas que toi, tu es son repère le plus sécurisant. Et donc, il te fait confiance, malheureusement même. C'est pour ça que dans les cas d'enfants maltraités, l'enfant, il pense que c'est la normalité. Donc, ton enfant, il a confiance en toi et il se dit que si tu lui mens, donc il se dit que peut-être, lui, il va peut-être essayer de mentir aussi. Il va se dire, peut-être que c'est comme ça qu'on communique, on ment. Et puis, c'est surtout qu'il va développer une espèce d'insécurité comme ça, où tu vas lui dire quelque chose, il va se dire, ok, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce qu'elle me dit la vérité ? Est-ce que papa me ment ? Est-ce qu'il me dit la vérité ? Est-ce qu'il va vraiment revenir ? Tu lui dis, on va faire encore un tour de manège. Parce que t'as pas envie de lui dire, de te confronter à la crise potentielle du 3e tour qui est trop. Et lui, pendant tout le truc, il va se dire on va faire un tour de manège, super. Et puis finalement, tu vas pas le faire, tu vas partir en voiture, on n'a pas le temps. Il va être super déçu, etc. Il va t'en vouloir. Ou bien la prochaine fois, il va avoir un comportement excessif parce qu'il va se dire en fait, il va encore me mentir. Donc, tu vois. Donc j'anticipe ma frustration. Tu te mets à sa hauteur et tu lui dis, ok, je suis désolée, mon chéri, je sais que tu t'éclates, que c'est super sympa. Maintenant, regarde, on est un peu juste sur le temps. Ou bien on peut même expliquer, tu sais, ça coûte de l'argent à papa et maman. On va pas pouvoir refaire un tour de manège, on l'explique. Mais t'inquiète pas, on va faire d'autres trucs très sympas. Tu l'emmènes vers la prochaine étape potentiellement. Ton enfant, il se dit, ok, je suis apaisé, et même tu as anticipé ma frustration potentielle. Faut pas avoir peur de se confronter à une colère d'un enfant ou voilà, c'est comme dans la vie. Parfois, on veut pas rentrer dans des conflits, même avec des adultes, mais parfois c'est nécessaire parce que nous, on a besoin de lui mettre des limites. Parce que sinon, on va contourner les limites en disant oui, ça va, il veut pas aller au lit, ça fait 20 fois qu'il sort du lit, ça va, on peut lui faire encore un câlin. Non, à un moment, il faut lui dire stop. C'est stop. Maintenant, tu dois aller dormir. C'est l'heure d'aller dormir, c'est stop. Et à chaque fois que tu vas revenir, je vais te ramener dans ton lit. Et en fait, ça sécurise l'enfant. Au début, il va pas être content. Une fois, deux fois, il va tester, il va voir si tu fais ce que tu dis. Mais quand il va voir que tu fais ce que tu dis, il va dire ok, je vais rester au lit parce que j'ai compris l'histoire. Tu vois ? Il y a des enfants qui ont des tempéraments différents, qui vont avoir plus de mal qui vont aller chercher plus longtemps le cadre, qui vont pousser plus de temps les limites. Est-ce que ça commence vers ces âges-là ou tu le vois plus tard ? Déjà, à mon sens, il va tester le cadre tant que tu lui as pas mis. Donc, tant que tu lui as pas mis de cadre et que c'est pas clair, et c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être que tu vas te dire que pour ton premier enfant tu l'as mis, mais ton deuxième enfant il va être un peu différent et son cadre il va avoir besoin que tu lui rappelles plusieurs fois, beaucoup plus. Le premier peut-être il a compris. Et le deuxième, peut-être que lui, faut lui répéter plusieurs fois. Donc, c'est important de répéter le cadre de répéter le cadre. On croit qu'en une fois, c'est bon. Pas du tout. Faut lui répéter. Par exemple, quand il va aller au lit, une fois que tu es au dîner, tu vas lui dire ma chérie, après c'est l'heure du dodo. Donc on va faire je sais pas si ça dépend du bain, tu vas lui rappeler les étapes et tu vas lui dire on va faire ci, on va faire ça. Après on va faire je vais te lire une histoire, câlin et dodo.
Et puis quand il est en train de mettre le pyjama, ou voilà, tu vas lui dire, tu te rappelles, c'est câlin et dodo. Parce que lui, il oublie. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'amusement tout le temps. C'est l'étape d'après. L'étape d'après, à un moment, c'est lui dire que c'est dodo. Et le dodo, c'est pas une punition. Faut pas lui dire que c'est une punition. Le dodo, c'est un moment, on peut lui expliquer aussi à un enfant. D'ailleurs, c'est comme pour les écrans. C'est-à-dire qu'expliquer à un enfant pourquoi c'est important de dormir ou pourquoi c'est important de ne pas avoir des écrans illimités, c'est quelque chose qu'il doit savoir comprendre. Il doit comprendre que son cerveau, il a besoin de consolider tout ce qu'il apprend, il a besoin de se reposer pour bien grandir. Et quand on explique ça à un enfant, quand on lui montre pas que c'est une punition en lui disant si tu continues, tu vas aller au lit, là, il se dit ok, le lit, ça veut dire pas bien. Donc il faut pas que j'aille au lit, donc je vais retarder le coucher. Si tu lui mets ce message dans la tête, tu amplifies en fait. Tu amplifies. Alors que si tu lui dis inverse à ce que tu veux. Après, on va se reposer. On a tout le temps pour dormir. Et puis tu l'accompagnes aussi au sommeil en lisant un livre ou même en lui laissant lire un livre tout seul. À des moments, il y a des enfants qui aiment aussi lire tout seul, feuilleter les pages. Et bien là, je pense que tu peux anticiper tous ces moments complexes, voilà, au fur et à mesure. Et tu lui rappelles le cadre. Le cadre, c'est voilà. Et justement, quand tu parles du cadre, tu parles évidemment de cette notion de temps. On en a parlé juste avant, mais qui est très abstraite. Même jusqu'à 6 ans, hein, quand même, ils ont encore du mal à comprendre. Il y a des enfants qui vont se réveiller de la sieste et qui savent plus si c'est le matin, si c'est l'après-midi. Comment est-ce qu'on peut adapter cette notion du temps à des enfants qui ont entre 1 an et demi et 3 ans? Qu'est-ce qu'on leur met en place? On peut... voilà, donc on a dit qu'on leur répète. Moi, j'aime bien tout ce qui est visuel. La visualisation, je me permets de te montrer ce petit carnet que j'ai créé, en fait, après j'ai 2 ans pour l'enfant. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire à la maison avec quelque chose de visuel qui va montrer les étapes du coucher. Donc, par exemple, après le repas, tu vas lui montrer, lui visualiser, tu vas lui faire un petit dessin pour lui montrer, voilà, par exemple, là, je me prépare pour aller au lit. Ça te permet de voir, je sais pas où est-ce qu'on me voit. Là, tu as l'étape du pyjama. Après, tu as l'étape de je te lis une histoire, je te fais un câlin. Et au dodo. Ça, tu peux, par exemple, le détacher et l'accrocher. Et tu peux même dessiner toi-même. Moi, j'aimais bien faire ça à mes enfants. Je dessinais grossièrement. On n'a pas besoin que ce soit compliqué. Leur montrer des étapes aussi. Ça peut être comme ça, en horizontal, tu vois, comme une ligne du temps. Voilà. Et qui va lui permettre de comprendre les étapes. Il n'a pas forcément besoin de savoir où il en est au moment M. Mais lui, il va se dire, ah oui, alors là, je vais mettre le pyjama et la fin... C'est quoi la finalité? C'est qu'on va faire dodo. Et tu peux lui faire aussi dans la journée. Ça, c'est le matin. Tu vas à l'école, tu dessines une petite école, par exemple, ou la crèche, par exemple. Et puis, tu vas lui montrer après, on rentre à la maison. Ou tu vas mettre la photo de sa nounou. Tu vois, pour que l'enfant puisse se repérer visuellement. Ça, le visuel, ça, c'est quelque chose que l'enfant, ça lui permet vraiment de se repérer dans le temps. Moi, j'ai remarqué, tu as dû voir que j'avais consacré tout un chapitre sur comment développer la notion de temps à un enfant tout petit. Ça paraît fou, mais moi, j'ai vu qu'avec mes enfants, ça avait marché. Quand je leur donnais des repères temporels, je leur disais qu'une chanson, ça durait 3 minutes, par exemple. Je leur dis, je te retrouve dans 3 minutes. Tiens, c'est le temps d'une chanson. Ou 5 minutes, je sais plus. Voilà. Ou bien, c'est le temps de ça. Par exemple, le repas, ça dure à peu près 20 minutes. Donc, si je lui dis, par exemple, qu'il va regarder, je sais pas, un spectacle qui va durer 20 minutes, c'est à peu près le temps du repas. Tu vois, tu leur donnes des repères comme ça. L'école, c'est long. La crèche, c'est long. C'est toute une journée. Ou bien une demi-journée, c'est la moitié. Tu sais, c'est du matin que je te dépose jusqu'au dodo, à la sieste, tu vois. Ça leur permet, eux, d'appréhender un petit peu, et quand tu leur répètes, ils comprennent. Et c'est vrai que cette notion du temps, elle est centrale pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de frustration, parce que nous, on est dans notre timing d'adulte. Tu disais, on est aujourd'hui... En fait, on est plus stressé, plus anxieux, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'on est happé par un rythme qui est un peu fou. Et de
permettre aux enfants, déjà c'est à nous de ralentir, hein, clairement, et à eux de comprendre aussi ce que ça veut dire. Je sais pas si c'était déjà arrivé, mais c'est des phrases de tes enfants, ils te disent, mais ça veut dire quoi en fait être en retard? Alors que ça fait genre 10 ans que tu leur dis qu'on est en retard, et ils ont pas compris ce que ça... c'est drôle ce que tu dis, c'est comme il y a des enfants, on leur dit, mon prénom c'est dépêche-toi. Dépêche-toi, ouais, exactement. C'est vrai, tu as raison. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit le contraste entre moi, je veux juste prendre mon temps et profiter de la vie, et nous, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué que la Gen Z, la nouvelle génération, elle a plus intégré ce côté bien-être. Il y aura sûrement des changements sociétaux qui arriveront quand eux-mêmes seront parents, parce qu'ils auront, je pense, essayé d'équilibrer ce que nous, potentiellement, on n'a pas réussi encore à faire. C'est normal, parce qu'on a la génération d'avant qui s'est confrontée à la nôtre. Et donc là, nous, on est en train de sur le travail, sur le travail, on est en train de voir comment est-ce que c'est possible de mettre en place tout ça. Donc, la notion de retard, elle n'est pas évidente, mais c'est un peu comme la notion un peu de responsabilité ou d'engagement. Par exemple, je ne sais pas si on est invité chez des amis, on va dire, on va aller chez eux parce qu'ils nous ont invités, on leur a dit qu'on venait. Donc, on s'engage. Et eux, ils nous attendent. Tu sais qu'il y a des heures, ils savent qu'on vient à 12h30 pour le repas. Donc, on ne peut pas arriver après, parce qu'ils vont se dire... Mais ils sont où? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'inquiéter. Et puis, ils ont aussi d'autres choses à faire. Donc, on peut essayer de leur expliquer des choses comme ça. Après, ce que j'encourage à faire, tu vois, quand on dit on a des vies de fous, je sais que c'est pas toujours possible, mais si ça l'est, surtout dans les 3 premières années de l'enfant, de temps en temps, on peut essayer de prendre un RTT. On peut essayer peut-être de regarder son planning et de se dire, est-ce que je peux pas faire un truc un peu différent. Moi, je me rappelle que quand j'avais pas mis tout le temps mes enfants à la crèche, je les mettais 1 ou 2 jours parce que justement, j'avais fait ce choix de passer du temps à la maison. Mais je sais que comme il y a des horaires qui sont variables, des fois, j'essayais de me dire, parce qu'à un moment, j'avais repris l'école enfin l'enseignement et j'avais aussi les enfants à la crèche. Je me dis, est-ce que je peux peut-être décaler d'une demi-heure, ou est-ce que on peut se lever plus tôt, parce que les bébés, ils se lèvent souvent tôt, pour passer un peu de temps avec lui ou avec elle, même 20 minutes de plus, détente plutôt que me réveiller ric-rac, et puis d'être toujours dans le speed. On peut essayer d'élaborer des stratégies comme ça. Par exemple, le moment du bain, moi je sais que c'est un moment où les enfants sont très détendus. Et puis c'est des moments où on peut être beaucoup dans l'informel, leur poser des questions aussi sur comment ça se passe à la crèche, mais aussi qu'est-ce que t'aimes dans la vie, c'est quoi ton animal préféré, et en faire des petits jeux, rigoler un petit peu, des moments comme ça, où tu te dis, ok, tu prends pas ton téléphone là, tu mets ça de côté, ok, les obligations. J'avais lu un truc, mais je trouve que c'est vrai, 95% des messages qu'on reçoit ne sont pas importants. Et en fait, on a l'impression, on leur donne des importances qui sont trop. Et nos enfants, ils nous voient avec leur téléphone. Et parfois, ils se disent, moi, je suis moins important. Parce qu'on voit que son téléphone, il ou elle, ils sont toujours sur le téléphone, donc c'est pas important en fait. Donc ça, c'est très dur et c'est de la faute de personne. Malheureusement, on a eu ces outils dans les mains qui sont extrêmement performants et qui se sont rendus indispensables à notre vie, mais il faut pas oublier l'essentiel. Il faut pas oublier que l'enfant, lui, il a besoin de nous entièrement, mais même si c'est pas longtemps. Même si c'est un quart d'heure de moment entièrement avec nous, c'est mieux qu'1 heure avec le téléphone ou nos obligations de parents permanentes. On est là sans être là, en fait. Toi, tu trouves qu'on donne trop de jouets aux tout petits, et donc tu recommandes dans ton livre les choses qui sont vraiment importantes en fonction de leur âge. Moi, j'ai remarqué que déjà, ce qui attire beaucoup les petits, c'est les objets du quotidien. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec la pédagogie Montessori qui crée des petits espaces comme ça, vraiment avec des objets du quotidien qui ont une vraie fonction. Mais indépendamment de ça, les enfants, ils adorent le trousseau de clés parce que ça fait du bruit, parce que c'est froid et parce que ça rappelle papa et maman.
Ils adorent, je sais pas, le bip-bip de la voiture, c'est hyper drôle pour un enfant d'appuyer dessus, parce qu'il a vu papa et maman qui appuyaient dessus, et que lui, là, ça l'amuse, parce que ça fait aussi allumer la petite lumière, potentiellement. Ils adorent la télécommande, ils adorent, forcément le téléphone portable, mais ça, je déconseille d'en faire un jouet pour un enfant. Mais ils vont adorer les cuillères, une casserole, une cuillère et un objet du quotidien pour faire paf paf. Ils vont adorer prendre le livre de maman et le lire à l'envers, ou de papa, bien sûr. Des magazines, alors parfois ils le déchirent, mais le papier d'aluminium, parce qu'on s'en sert en cuisine, et puis c'est rigolo de faire des petites boules avec, ou le papier sulfurisé parce que ça a un bruit. Donc tous ces objets, ils ont non seulement une fonction, ils ont un attrait parce qu'ils sont sensoriels, et souvent l'enfant, il n'est pas forcément dans une recherche d'aller d'un point A à un point B. Il peut juste se contenter d'explorer, ou une boîte à chaussures. Il ouvre la boîte, il met des trucs dedans. Les enfants, mais ils adorent ça. Moi, j'adorais prendre une boîte, leur mettre plein de trucs, je sais pas quoi. Je ferme et l'enfant, il a l'impression que c'est Noël, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai reçu? Et il ouvre la boîte à chaussures et t'as un foulard, et puis t'as une clé, et puis ils adorent ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des objets plus élaborés pour que l'enfant, justement, il aille un petit peu plus loin. Je déconseille tout ce qui est jouets électroniques, qui font du bruit. Je trouve que ça a un intérêt très limité. L'enfant, il appuie, ça fait de la musique. Bon, ok, so what? C'est plus intéressant, par exemple, d'avoir à ce niveau-là une petite boîte avec plein d'instruments de musique. Tu peux en trouver maintenant pour pas cher, ou tu peux même en confectionner un petit hochet. Ça se fabrique avec 3 perles dans un cylindre fermé de façon très sécurisée. Un petit xylophone, c'est très sympa, les petits xylophones comme ça, les enfants ils adorent taper dessus. Il y a des petites maracas. Ça, je trouve que c'est très sympa à avoir pour un enfant. Forcément, moi je suis fan des supports Montessori, donc même pour les tout petits, tu peux trouver des objets qui s'appellent la permanence de l'objet. L'enfant, il comprend que quand un objet disparaît, il est quand même là. Il y a des objets comme ça plus adaptés, même ça c'est pour les tout petits, mais aux plus grands. Mais aussi, tu peux prendre un petit sac en tissu, et puis tu vas lui mettre des petits objets. Des petits objets, je sais pas moi, une gomme, un mini crayon, une clé, etc. Et puis l'enfant, il s'amuse à les sortir, à les toucher, à les poser. Et puis après, tu peux même, je sais pas si c'est ma déformation, mais après, tu peux commencer à faire les initiales. Le premier son clé, on n'entend que. Et moi, j'ai commencé avec ma fille, tu l'as lu, vers 18 mois, 2 ans, vraiment sans aucun but, sans aucun objectif. Et j'ai vu qu'elle est rentrée assez rapidement dans les sons, dans les lettres. Et pour elle, c'était un nouveau monde, certes, mais c'était pas très compliqué finalement, parce que je lui avais proposé les éléments autour d'elle. En fait, je pense qu'on a tous vu ces vidéos sur les réseaux sociaux d'un petit enfant où on lui propose une clé ou un objet qui est lumineux, et toujours ils vont vers la clé. Enfin, ils vont toujours vers l'objet du quotidien, en fait. C'est vrai qu'on sous-estime le pouvoir des choses qu'on a chez nous. Oui, et on remplit nos maisons, et après on est en colère que ce soit le bazar. Tout à fait. Et c'est vraiment rigolo, parce que ça refait encore une référence à toute la relation affective. L'enfant, quand il voit la clé, il voit papa et maman. Il voit pas la clé. Quand il voit la télé, il voit c'est papa et maman qui appuient sur les boutons. Et c'est aussi pour ça que ça l'intéresse, parce que c'est un objet qui a sa fonction. Il le voit. Il voit cet objet évoluer dans la maison. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, surtout quand on a le premier enfant. Après, ça dépend des parents. T'as des parents, le premier enfant, c'est je vais faire la liste de jouets, les nouveaux trucs et la poussette aérodynamique, tu vois. Et on se rend compte que ce qui va être important, c'est le côté très fonctionnel. Moi, je me souviens que j'avais trouvé une poussette d'une certaine marque qui était très peu chère. Mais ce qui était génial, c'est qu'elle rentrait dans le métro. Et moi, c'était ça qui m'importait à ce moment-là. Tu vois, c'était pas j'avais acheté un landau hyper au début, où on m'avait donné, je sais plus. C'était peut-être un peu plus cosy pour le bébé, mais je pouvais rien faire avec. J'étais dans un trottoir, je prenais toute la place, tu vois. Et finalement, c'est souvent, soit après quelques mois d'expérience, ou soit avec le deuxième enfant, qu'on se rend compte que
souvent on veut aller à l'essentiel. Pareil, la table à langer, au début, puis en fait, moi j'avais pris une commode, j'avais juste posé un truc et puis c'était hyper pratique parce qu'aussi on a souvent des petits logements quand on habite en ville. Et donc, bien sûr, chaque parent fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que parfois, le côté pratique, ouais. voilà. Et puis comme tu dis, quand la chambre de l'enfant elle est tellement remplie, après l'enfant il se dit je sais pas avec quoi jouer, je m'ennuie. Ça c'est à tous les âges. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'épurer un petit peu et de se dire ok, je vais lui mettre 3 jouets à dispo, à sa hauteur bien sûr, et puis tu tournes régulièrement, puis ça suffit finalement. Pour terminer, et on n'a pas parlé de plein de choses dont tu parles dans le livre, notamment le biberon, la tétine, le sommeil. Donc si vous avez envie, allez regarder dans le livre de Déborah. Mais je pense que déjà, on a balayé pas mal de sujets. Il y a une chose qui est clé, on le sait, dans le développement de l'enfant, ce sont les routines. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi, à ces âges-là encore plus, c'est important ? Les routines, c'est comme les limites de l'enfant, elles sont sécurisantes. Elles disent à l'enfant, tu vis dans un espèce de chaos, on l'a dit, au niveau émotionnel, au niveau du langage, au niveau de ta relation avec ton environnement, parce que finalement, tu es limité sur plein de choses. Et ta routine, elle vient te donner des éléments, des informations sur le déroulé de ta journée, de ta semaine, voire même de ta vie, en te disant... Ça fait partie de ton quotidien. Donc, ça envoie des messages au cerveau. Je parle beaucoup du développement de l'intelligence et de la stimulation. Je trouve, moi, j'ai constaté que plus je nourrissais mes enfants au niveau intellectuel et moins ils faisaient de crise, et parce que justement, ils étaient occupés à autre chose, eh bien, ces éléments, ces informations viennent dire au cerveau, voilà, là, c'est le début de la journée. Il y a, par exemple, c'est le petit déjeuner. On va lui dire, maintenant, ça va être la crèche. Et maintenant, je vais te retrouver à cette heure-ci, même si c'est pas l'heure, mais et bien sûr le soir, quand il sait que le repas du soir ou le bain, en fonction du choix qu'on a fait de le mettre avant ou après, arrive, il se dit, le cerveau, il comprend, il dit ah oui, là, c'est le moment où on va se calmer et qu'on va dormir. Et ça aide énormément l'enfant parce que sinon, lui. Potentiellement, il peut, tu sais, comme c'est une petite tornade, il va trouver de l'énergie pour continuer. Mais là, tu vas lui envoyer un élément en lui disant, ok, même le bain, bien sûr, c'est un moment apaisant et qui apaise le corps, qui apaise l'esprit. Moi, je conseille même le soir, commencer à parler un peu moins fort. On peut baisser ou enlever une lumière si on veut. On va envoyer ces informations à l'enfant à travers son cerveau qui va lui dire là, c'est le moment de se calmer. Et l'enfant, il va comprendre et forcément, il va être en réaction, il va aussi s'apaiser. Donc ça, ces routines-là, et par exemple, les vacances scolaires, c'est vachement compliqué pour un enfant parce qu'il a, tout à coup, il n'y a plus vraiment de rythme. Donc moi, je conseille de conserver le rythme, surtout du sommeil, et la sieste aussi, de conserver ça pour que l'enfant, il se repère un minimum. Parce que quand il est déjà avec ses parents tout le temps, il n'a pas l'habitude, mais il est super content, bien sûr, surtout si l'enfant, il est en crèche, il est dans un autre endroit, souvent quand on va en vacances, etc., il comprend rien. Donc, ce qui le stabilise, c'est bien sûr son petit doudou, la présence de ses parents. La sieste, il va se rendre compte, même la petite gigoteuse, on essaye de prendre la même pour le rassurer, et qu'il y a toujours cette petite routine du soir, éventuellement reprendre 1 ou 2 livres de la maison, là, quand vous allez en vacances, pour lui relire le même livre, qui se retrouve dans ce petit cocon sécurisé où il se dit ah ok, là c'est la fin de la journée. Voilà. Si on doit résumer le Wonderful Two, tu dirais quoi ? Moi c'est mon âge préféré. Dès que je vois un petit enfant de cet âge-là, je vois tout ce qui se passe dans sa tête. J'essaye de me mettre, c'est pour ça que je te parlais d'une vision empathique, je me mets à sa place. Et voilà, j'encourage les parents à se mettre à la place de leur enfant, aussi parce qu'ils vont mieux comprendre et ils vont se rendre compte que l'enfant, surtout, il cherche pas à t'embêter. Vraiment, dis-toi ça, ton enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il cherche pas à t'embêter, c'est juste qu'il est aux prises avec plein de bouleversements. Et c'est wonderful parce que il s'émerveille du monde, de choses, du moment présent. Mais nous, on n'est plus capable de faire ça. Quand ton enfant, il s'arrête parce qu'il a vu une petite coccinelle ou quand il a vu une fleur, et toi, tu te dis, ça va, il va pas rester 3 heures sur une fleur. Mais c'est génial, en fait. Parce qu'en fait, une fleur, déjà, c'est la nature, c'est sa connexion. N'oublions pas qu'on est des êtres...
malheureusement, on est moins connecté à la nature, mais on a une attirance vers la nature. Et c'est beau une fleur. C'est beau une fleur, c'est le temps, on se pose un petit peu dans ce flou, parfois dans lequel on vit en tant que parent ou jeune parent. Donc, c'est pour moi une possibilité de réinventer sa vie un peu différemment. Je termine par ce petit papillon maintenant qui est mon petit symbole, que aussi mon illustratrice m'a mis dans mon deuxième livre, parce que je trouve que c'est non seulement la symbolique du Wonderful Two, de petit bébé qui devient un petit enfant qui prend son envol, mais c'est aussi la symbolique de la transformation du parent. Quand il décide d'être quelqu'un de différent, d'accepter de se laisser ouvrir les ailes par son enfant, tu vois. Au début, on est un peu la petite chenille, machin. Et puis là, on se dit, ouais, en fait, il y a plein de trucs à vivre et j'ai envie de vivre cette transformation avec mon enfant. Voilà. C'est vrai que j'avais vu, ils sont beaux ton collier, tes boucles d'oreilles, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Tu as voilà. Des papillons qui sont les mêmes, qui sont bleu turquoise, qui sont magnifiques. C'est une belle fin. Merci. Je termine, Clémentine, par te proposer mon livre « Nos enfants ont du génie » pour les plus grands. Okay. Et voilà, comme je sais que c'est l'âge de tes enfants, je me permets de te l'offrir. Ah, c'est gentil. Donc, développer l'intelligence des enfants de 3 à 10 ans. Parfait, voilà. Je suis là, dans cette phase-là. On va rentrer beaucoup plus dans le côté maîtresse-apprentissage et le côté apprendre beaucoup sur l'informel à travers des situations du quotidien pour aider notre enfant à développer son potentiel, mais aussi indépendamment de l'école. Ne pas mettre aussi toute la pression sur l'école, parce que je sais que dès que l'enfant rentre en maternelle, on commence à lui mettre la pression. Et moi, j'ai toujours envie de rassurer les parents en disant « Ne vous inquiétez pas, vous faites le maximum pour vos enfants et je suis sûre que ça va aller. » Merci beaucoup, Déborah. Merci. Et c'était un grand plaisir de me replonger dans cet âge-là et en espérant pouvoir aider un maximum de parents, de jeunes parents. Merci. Merci à toi.